Kimura et les agrumes dans des positions extrêmement défavorables. Kimura Senior qui commence à trouver toute cette histoire de plus en plus chelou. Et le prince qui s'allie étrangement avec Coccinelle. C'est là où nous en sommes dans la lecture de Bullet Train de Kotaro Isaka. Et donc aujourd'hui, l'avant-dernière vidéo lecture et l'avant-avant-dernière vidéo tout court pour la chère lecture de ce livre très, très intriguant. Intriguant pour ceux qui connaissent pas Bullet Train, hein, et surtout très intéressant pour ceux qui connaissent. Et donc aujourd'hui, nous allons lire un petit 35 pages, hein, demain aussi, sauf que demain il va y avoir 35 pages et la conclusion. Là, c'est juste 35 pages aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va avoir un chapitre Kimura, 2 chapitres Prince et 2 chapitres Coccinelle. Donc on va avoir Kimura 8, le Prince 8, Coccinelle 12, le Prince 9 et Coccinelle 13. Et demain, ça va être tous les derniers chapitres de chaque personnage, à part les agrumes qu'on a déjà fini. Mais bon. On en était à un moment où les 2 agrumes étaient hors d'état de nuire et où le prince et Coccinelle commençaient à entretenir une relation très étrange. Juste pour vous dire, Nanao, il venait de tuer, je crois, Mandarine, et là, il comprenait pas pourquoi le prince était pas plus choc-bord que ça. Donc, et puis la réponse lui vient subitement, c'en est trop pour lui, il est incapable de gérer. Alors, il s'est renfermé sur lui-même, une réaction parfaitement logique après avoir échappé de si peu à la mort. Pauvre petit gars. On sait tous très bien que c'est pas un pauvre petit gars. Mais bref, continuons avec le point de vue de Kimura père et de sa femme dans Kimura 8. On va donc lire de 408 à 442. Shigeru Kimura cesse de fouiller dans le placard et se tourne vers sa femme. Tu l'as encore déplacé? Oh, je croyais que tu allais faire une petite sieste. S'étonna Akiko en grignotant un biscuit. Je pensais que tu sortais le futon à cet effet. Tu as écouté ce que j'ai dit? C'est pas l'heure de la sieste. Mais tu ne sais même pas ce qui se passe, réplique Akiko, en prenant la petite chaise du salon et en l'approchant devant le placard. Écartant son mari de son chemin, elle place la chaise devant l'étagère puis grimpe dessus, se dresse sur la pointe des pieds et ouvre la partie supérieure du placard. Oh, c'est tout là-haut? Tu ne remets jamais les choses à leur place. Elle sort un paquet enveloppé dans un sac en tissu traditionnel. C'est ce que tu cherches, non? Shigeru s'en empare et le pose sur le sol. C'est vraiment ce que tu as l'intention de faire? Demande Akiko en faisant la moue. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment. Quel sentiment? Une odeur. Une odeur que je n'ai pas sentie depuis longtemps, répond son mari, le visage grave. Et de quelle odeur s'agit-il? Elle jette un coup d'œil à la cuisine, marmonnant qu'elle n'a rien préparé de particulièrement odorant. Celle d'une mauvaise intention. Je l'ai senti à travers le téléphone. Ça puait. Oh, ça me rappelle quelque chose. Tu disais ça tout le temps, chérie. Je sens les mauvaises intentions. C'est comme si tu étais hanté par l'esprit de la mauvaise intention. Akiko replie ses genoux sous elle et se redresse devant le contenu du sac en tissu. Tu sais pourquoi j'ai voulu abandonner notre ancienne profession? Après la naissance de Yuichi, tu as déclaré que tu voulais voir grandir ton fils. Tu pensais que nous devions changer de carrière. Et j'étais heureuse de l'entendre parce que j'en avais le désir depuis longtemps. Ce n'était pas la seule raison. Il y a 30 ans, j'en ai eu mort. Tout le monde puait autour de moi. Comme l'esprit de la mauvaise intention? Tous ces gens qui voulaient du mal aux autres, aimaient humilier leurs prochains et qui, en outre, cherchaient à favoriser leur position sociale, ils empestaient la même odeur. Honnêtement, tu es ridicule. Dans mon entourage, tout le monde puait la mauvaise intention et cela m'a dégoûté. Alors j'ai opéré un changement drastique dans ma vie. J'ai trimé dur au supermarché, mais pas une fois je n'y ai senti cette puanteur de mauvaise intention. La bouche de Shigeru Kimura forme alors un sourire amer à la pensée que son fils ait repris le métier qu'il avait abandonné. Ah, ben voilà, ben finalement, on va peut-être avoir ce que je pense. Parce que dans le film, si vous vous souvenez, mais Kimura père et la mort blanche ont un lien. Donc je me doute que là, Kimura senior et Minegichi, c'est sûr qu'ils ont un lien. En tout cas, ça serait cohérent avec ce qu'il y a dans le film. Donc, lorsque pour la première fois, un ami lui a fait comprendre que Yuichi commençait à
remplir des contrats douteux, Shigeru a été si inquiet qu'il a même songé à le filer pour veiller sur lui. Pourquoi on parle encore de ça? Parce que celui qui vient de téléphoner dégageait cette odeur rance. Au fait, tu as vérifié les horaires du Shinkansen? Lorsque Yuichi avait affirmé se trouver à bord du Shinkansen, Shigeru s'était dit que quelque chose clochait, mais sans autre raison que son instinct et l'odeur légèrement pourrie qui s'était dégagée du second interlocuteur. Une fois l'appel terminé, il avait déclaré à Akiko « Yuichi annonce qu'il arrivera à Sendai dans 20 minutes. Vérifie s'il y a un Shinkansen en direction du nord à cet horaire. » Akiko avait mollement protesté en se traînant jusqu'à l'étagère près de la télévision pour feuilleter le fascicule. « Oui, lui dit-elle à présent avec un signe de tête. Il y a bien un train prévu à cette heure-là. Il arrive à Sendai à 11h précise, à Ichinoseki à 11h25 et à Mizusawahe-sashi à 11h35. Tu sais que tu n'as plus besoin de chercher dans ces fascicules. Tu peux trouver toutes ces informations sur Internet en 2 temps 3 mouvements. Tu te souviens quand on travaillait ensemble? Oh, j'ai recherché tellement d'horaires et noté tellement de numéros de téléphone que j'avais un bloc-notes épais comme ça. Je sais pas si c'est comme ça comment, mais bon. Tu t'en souviens? Dire que de nos jours, on n'aurait pas besoin de ça. Shigeru Kimura s'appuie contre le mur et lève les yeux vers leur vieille horloge. 11h05. En partant maintenant, nous devrions arriver à Mizusawahe-sashi dans les temps. Tu vas vraiment monter dans le Shinkansen? Tu ne plaisantes pas? Kimura est sorti plus tôt pour distribuer la circulaire communale aux voisins. Il est donc déjà vêtu de son pantalon kaki et de sa veste vert foncé. Fin prêt, se dit-il, en lui-même avant d'ajouter « Tu ne viens pas avec moi? Mais sûr que non. Si j'y vais, toi aussi. Tu sais vraiment ce que je t'accompagne? On faisait toujours ça ensemble à l'époque. C'est vrai. Et puis, d'une fois, tu ne t'en es sorti vivant que grâce à moi. Tu dois forcément t'en souvenir. Pourtant, je ne me rappelle pas que tu m'aies jamais remercié une seule fois en 30 ans. » Akiko se lève et frotte les muscles de ses jambes, maugréant contre les maux du grand âge. C'est comme pour le vélo, ton corps sait ce qu'il doit faire. Je suis d'avis que c'est très différent du vélo. Il faut utiliser ses nerfs pour rester vif. Or, les nôtres sont si loin d'être aiguisés qu'on dirait des boules de coton. Shigeru monte à présent sur la chaise et en sort 2 vêtements roulés en boule qu'il jette sur le sol. Oh, comme ces vestons me ramènent en arrière! Bien que les gens ne les appellent plus comme ça. De nos jours, ils disent des gilets, dit Akiko, en passant la main sur l'un des vêtements avant de tendre l'autre à Shigeru. Celui-là, c'est le tien. Shigeru grimace en retirant sa veste pour enfiler son veston de cuir, puis revêt à nouveau sa veste par-dessus. Que comptes-tu faire une fois qu'on sera dans le Shinkansen? Je veux savoir ce qui est arrivé à Yuichi. Il a dit se rendre à Morioka. Et tu ne penses pas que ça peut être une farce? Ce collégien, et d'ailleurs j'ignore s'il en est vraiment un, il y a quelque chose que je n'aime pas chez lui. Quand bien même, tu crois vraiment que c'est nécessaire tout ça? Après avoir enfilé son gilet, Akiko observe les outils de leur profession disposés sur le tissu d'emballage ouvert. Mon alarme interne a retenti. Nous devons nous préparer. Heureusement, ce n'est pas un avion, donc inutile de passer par la sécurité pour monter à bord. Mince, le chien est foutu. De toute façon, mieux vaut ne pas utiliser ce revolver. Les douilles volent dans tous les sens et tu es tellement impatient de tirer que je préfère te voir muni d'une arme dotée d'une sécurité. Akiko saisit l'un des pistolets et insère dans la crosse un chargeur, qui coulisse puis se met en place avec un clic. Elle tire la glissière vers l'arrière. Celui-là fera l'affaire, tiens. Je la nettoie régulièrement, fait remarquer Shigeru en prenant l'arme des mains d'Akiko, pour la glisser dans l'un des étuis jumeaux intégrés à son gilet. Le revolver est peut-être en état de marche, mais il y a 30 ans que tu ne l'as pas utilisé. Tu es certain de savoir toujours t'en servir? À qui crois-tu t'adresser? Et Wataru, je suis inquiet à son sujet. Il est à l'hôpital. J'imagine que rien de trop grave ne peut lui arriver là-bas. Et je ne vois aucune raison qu'il soit en danger, tu ne crois pas? Et si un de nos ennemis de l'époque voulait s'en prendre à lui? Shigeru Kimura se fige, puis se retourne pour regarder sa femme. Je n'avais pas pensé à ça. 30 ans ont passé, et nous sommes devenus des personnes âgées. Mais quiconque avait peur de nous à l'époque
peut très bien se dire que sa chance se présente enfin. Dans ce cas, il se fourre le doigt dans l'œil. Nous sommes toujours aussi dangereux que par le passé, même si ces dernières années, nous avons surtout roucoulé avec Wataru. Ce n'est pas faux, dit Akiko en inspectant les autres armes. Ses mains semblent bouger d'elles-mêmes, comme mues par le plaisir tranquille de manipuler leur jouet d'enfance favori. Akiko a toujours été plus prudente que Shigeru dans le maniement des armes à feu. C'était aussi une meilleure tireuse. Ayant choisi un pistolet, elle l'insère dans son étui, puis boutonne son veston. Kimura se dirige vers le téléphone et note dans un calepin le numéro de l'appel le plus récent, ainsi que celui de l'hôpital. « Tu te souviens du numéro de Shigeru » demande-t-il. « L'autre, Shigeru. C'est le seul que nous connaissons à Tokyo. Je me demande comment il va. C'est parti, mon chéri? Si on ne lève pas le camp maintenant, on risque de rater le train. » Comme je le croyais, ce cher Shigeru s'en va à la recherche de son fils dans le Shinkansen. Mais étrangement, cette fois-ci, il est accompagné de sa femme et dans mes souvenirs, il y avait pas de... Il était veuf dans le film, fait que... Encore quelque chose de différent. Tant mieux, dis-moi. Donc, remettons-nous dans le train maintenant, avec le prince 8. Le Hayate approche de la gare d'Ichinoseki et le quai apparaît par la vitre. Du moment où le train ralentit jusqu'à l'arrêt final, Nanao ajuste ses lunettes à monture noire et se tient devant la porte. « Très bien, Suzuki. Je te confie cet enfant jusqu'à Morioka. »« Seulement si tu es d'accord, » répond l'homme qui se prétend professeur de classe préparatoire. Le prince ignore s'il s'adresse à lui ou à Nanao. Dans tous les cas, ses propos sont plus ou moins dénués de sens. Aussi n'y prête-t-il aucune attention. « Vous comptez vraiment m'abandonner » lance-t-il dans le dos de Nanao. Ses pensées fonctionnent à la vitesse grand V. Dois-je le laisser descendre du train ou m'efforcer de le retenir? Son intention initiale de se rendre à Morioka reposait sur l'envie de se renseigner sur ce Minegichi. Puisque Kimura l'accompagnait, il pensait se servir de lui pour évaluer le patron de la pègre, mais Kimura est désormais hors jeu. Je ferais peut-être bien d'utiliser Nanao à la place. Pour ce faire, il doit parvenir à le contrôler, à museler sa volonté dans un collier inless. Le problème, c'est qu'il ne possède pas la clé pour verrouiller le collier. Dans le cas de Kimura, il en allait de la vie de son fils et de la haine que cet homme éprouvait à son égard, lui et le prince. Mais il n'a pas encore trouvé le point faible de Nanao. Vu la dextérité dont il a fait preuve pour briser la nuque de Mandarine, il paraît évident que le respect des lois n'est pas sa principale préoccupation. Par conséquent, en creusant un peu, il devrait pouvoir trouver facilement une faille à exploiter. Que faire? Tenter le tout pour le tout afin de l'empêcher de partir? Certainement pas, il pourrait se douter de ce que je mijote. Non, je dois me résigner à ce qu'il descende du train et me rende comme prévu à Morioka pour jeter un coup d'œil au complexe de Minegichi avant de rentrer à Tokyo. Je m'occuperai de lui quand je serai parfaitement préparé. Il a peut-être perdu Kimura, mais il y a bien d'autres pions en jeu. Mieux vaut retenter l'opération quand ils seront tous alignés. « Pourrais-je au moins avoir votre numéro de téléphone? » demande le prince. « J'aimerais bien l'avoir comme pion, lui aussi. Je m'inquiète de ce qui pourrait arriver. Si je me savais en mesure de vous appeler... » À côté de lui, Suzuki émet un claquement de langue. Je sais pas si c'était ça, le mot. En signe d'accord. Bonne idée. Moi aussi, j'aimerais pouvoir te contacter lorsque nous atteindrons Morioka pour te confirmer que tout va bien, ajoute ce dernier. Nanao paraît embarrassé, mais sort son téléphone de sa poche. Nous sommes à la gare. Je dois descendre, dit-il avec agitation. Le Shinkansen s'arrête, s'inclinant vers l'avant, avant de se stabiliser. Un mouvement plus fort que prévu qui fait vaciller le prince et plus encore Nanao. Il s'écrase contre le mur et laisse tomber son téléphone qui rebondit sur le sol et atterrit dans le porte-bagages, pile entre deux grandes valises. Nanao abandonne la sienne pour récupérer son portable. Les portes du Shinkansen s'ouvrent. « Allez, allez !» s'époumonne Nanao en se contorsionnant un genou à terre et agrippé à la structure métallique pour passer la main entre les bagages.
Ne parvenant pas à ses fins, il se redresse et sort l'une des grosses valises, puis se baisse à nouveau pour attraper son téléphone. En se relevant, il se cogne violemment le crâne contre le porte-bagages. Le prince le toise, stupéfait. Regardez-moi ça. Les mains appuyées sur le crâne, Nanao se redresse et remet à sa place la valise qu'il a sortie, puis titube absurdement vers la porte ouverte qui se referme devant lui sans la moindre compassion. Les épaules de Nanao s'affaissent. Le prince n'en croit pas ses yeux. Le train se remet doucement en marche. La main sur la poignée de sa valise, Nanao ne paraît ni surpris ni gêné. C'est le genre de choses qui m'arrive tout le temps. En fait, c'est une norme dans ma vie. Eh bien, ne restons pas plantés là. Allons plutôt nous asseoir, suggère Suzuki. Après Sendai, le train est presque vide. Ils n'ont donc plus besoin de regagner leur place initiale. Ils entrent dans la voiture la plus proche, la 8, et s'installent ensemble à la première rangée. J'ai trop peur de rester seul, dit le prince de manière si convaincante que les deux adultes le croient. Nanao se place près de la fenêtre, le garçon au milieu et Suzuki côté couloir. Lorsque le contrôleur passe, Suzuki lui explique qu'ils ont changé de place et le jeune homme en uniforme ne demande même pas à avoir leur billet. Il se contente de sourire et de hocher la tête avant de repartir. Ce n'est pas si mal, murmure Nanao pour lui-même avec un air sombre. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je me dis simplement que par rapport à la malchance que j'ai en général, je ne m'en sens pas si mal. Nanao paraît empreint d'un triste héroïsme et tente clairement de se convaincre de ce qu'il avance. Peut-être la chance l'a-t-elle quitté pour venir à moi? Incapable de comprendre ce que signifie être malchanceux, le prince ne trouve pas les mots justes pour exprimer sa pensée. Puisque tu n'es pas descendu, reste donc avec ce garçon jusqu'à d'arriver à Morioka, suggère gentiment Suzuki, comme pour encourager un élève ayant échoué à un examen. Ce ton propre aux enseignants donne au prince la chair de poule, mais bien entendu n'en montre rien. Oui, s'il vous plaît, restez avec moi. Pour ma part, je vais jeter un coup d'œil à la voiture verte, annonce Suzuki en se levant, soulagé que le problème soit réglé et de ne plus en avoir la responsabilité. Le professeur, qui ignore que le Shinkansen est truffé d'hommes dangereux et de cadavres, n'a pas été non plus l'objet de menaces à l'arme à feu, peut se payer le luxe d'être détendu. L'ignorance est une bénédiction, monsieur Suzuki, pense le prince en le regardant s'éloigner dans le couloir avant de se tourner vers Nanao. Merci beaucoup, dit-il en s'essayant, en essayant de paraître soulagé. Je me sens tellement mieux avec vous. C'est très gentil, répond Nanao avec un petit rire, mais à ta place, je n'aurais pas envie de rester avec moi. Je n'ai jamais eu de bol. Le prince se mord la lèvre afin de ne pas pouffer au souvenir de la performance du burlesque à laquelle il vient d'assister. Que faites-vous dans la vie, monsieur Nanao? Non qu'il n'en ait une petite idée. Nanao est sans doute dans le même secteur d'activité que Mandarine et Citron. Il aide d'autres personnes à commettre leurs crimes. Un petit entrepreneur. Je vis dans le Shinkansen, dit Nanao en fronçant les sourcils. Je ne peux descendre à aucune station. Je dois être un maudit. Tu as vu ce qui vient de se passer? C'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps. Je suis condamné à rester dans ce train pour les 10 années à venir. Puis il semble prendre la mesure de son ridicule. Laisse tomber. Tu as deviné quel métier je fais, non? Tu m'as vu à l'œuvre. Vous allez rester dans le train? Non, un peu de sérieux, je remplis des contrats, du sale boulot. Pourtant, vous semblez être quelqu'un de bien, monsieur Nanao. Le prince fait tout son possible pour lui transmettre le message suivant. Je suis un enfant sans défense. Vous êtes le seul sur qui je puisse compter. Je vous fais pleinement confiance. Objectif, lui donner envie de le protéger. Cet homme incroyablement dépourvu de chance se tient dans une si piètre estime qu'il devrait être facile de prendre l'ascendant sur lui et de le priver de son libre arbitre. Là, tu es encore troublé et tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais je peux t'assurer que je ne suis pas quelqu'un de bien. Je ne suis pas un héros, je tue des gens pour gagner ma vie. C'est vous qui êtes troublé, je sais exactement ce qui se passe. Mais vous m'avez sauvé la vie et je me sens en sécurité avec vous. Eh bien, peut-être, répond Nanao d'une voix douce. Et quoi qu'il paraisse déconcerté par les propos du gamin, il se met à rougir. Une fois de plus, le prince se retient de rire. Bingo! J'ai réveillé son sens du devoir et il a cessé de réfléchir. Comme un homme remue la queue devant le compliment d'une femme. Pathétique. Par la fenêtre, les rizières défilent et au loin, la crête des montagnes semble se rapprocher. Ils atteignent Mizusawahe-sashi en un rien de temps et le prince se demande si Nanao
tentera à nouveau de descendre, mais le malfrat semble avoir pris la décision de rester à bord jusqu'à Morioka. Ou peut-être craint-il de se ridiculiser une fois de plus. Quoi qu'il en soit, Nanao ne réagit pas à l'annonce de l'entrée en gare. Il peut encore changer d'avis et bondir vers la sortie, mais les portes s'ouvrent, puis se referment, et le train repart. Nanao, adossé à son siège, soupire avec résignation, le regard dans le vide. Le Shinkansen poursuit son trajet vers le nord. Un téléphone sonne et le prince vérifie le sien. Est-ce votre portable qui sonne demande-t-il à Nanao. L'homme se redresse d'un bond et fouille dans sa poche, puis secoue la tête. Le prince réalise alors qu'il s'agit du téléphone de Kimura et le sort de la poche avant de son sac à dos. C'est celui de l'homme de tout à l'heure. L'homme de tout à l'heure? Celui qui t'accompagnait? Oui, monsieur Kimura. Et on dirait que ça vient d'une cabine téléphonique. Il fixe l'écran pour réfléchir. Il n'y a aucune raison qu'on appelle Kimura d'une cabine. Je dois répondre à votre avis? Mon avis ne mène jamais à rien de positif. Décide par toi-même. Mais si tu décroches, pas besoin d'aller sur la passerelle. La voiture est presque vide. Le prince hoche la tête et choisit de répondre. Yuichi, c'est toi? S'enquiert une voix féminine au bout du fil. La mère de Kimura, devine le prince, ce qui lui donne un élan d'allégresse. Son mari a dû lui apprendre que leur fils avait téléphoné et elle doit être folle d'inquiétude. Sans doute imagine-t-elle toutes sortes de choses horribles pour son fils et son petit-fils. Elle doit être au paroxysme de l'anxiété. Il n'est pas de peur plus délicieuse que celle d'un parent pour son enfant. Elle a dû être tellement tourmentée par l'angoisse qu'elle a mis plus de temps que prévu à rappeler. « Oh, il n'est pas là, » répond le prince, tout en réfléchissant au meilleur moyen d'attiser les flammes de la frayeur de cette femme. « Et où es-tu en ce moment? » Toujours à bord du Shinkansen, le Hayate. « Je le sais bien, mais quelle voiture? » Si je vous le disais, à quoi cela vous servirait-il? Nous aimerions venir te faire une petite visite, mon mari et moi. La mère de Kimura paraît étrangement calme, solide comme un arbre puissamment enraciné. Derrière lui, la porte s'ouvre. Il se retourne, le téléphone à l'oreille, à l'instant précis où un homme fait son entrée. De taille et de corpulence moyenne, il a les cheveux blancs et une veste vert foncé. Des sourcils épais surmontent ses yeux étroits, durs et perçants. Le prince tourne maladroitement la tête pour mieux l'observer. Au-dessus de son épaule, l'homme esquisse un sourire. Pas de doute. Tu es vraiment un collégien. L'entrée du daron dans le Shinkansen, ça va emmener beaucoup de choses. Si vous connaissez le film, vous le savez déjà. Mais bon, revenons maintenant sur le point de vue de Coccinelle avec Coccinelle 12. Il a tout l'air d'un retraité heureux, avec ses joues rouges et sa mine décontractée. Il avance jusqu'à la rangée qui fait face à celle où sont assis Nanao et le gamin. Puis il actionne brutalement le levier pour faire pivoter les sièges. Privilège du Shinkansen, on peut toujours voyager dans le sens de la marche. Les deux rangées de 3 sièges se font donc face désormais. Assis en face d'eux, l'homme affiche un air de défi. Tout se passe si vite que Nanao n'a pas le temps de protester. Les voilà assis, tels 3 générations d'hommes de même famille, en voyage d'agrément. Derrière eux, la porte s'ouvre à nouveau et une femme apparaît, une retraitée elle aussi. « Ah, te voilà! » Elle s'assit près de l'homme, face à eux, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je t'ai retrouvé bien plus rapidement que je ne le prévoyais, mon cher. » Puis elle observe Nanao et le collégien comme elle inspecterait la marchandise. Décontenancé par l'arrivée soudaine de ce couple étrange, Nanao marque un temps d'arrêt avant d'ouvrir la bouche. « Vous savez, lui dit la femme, c'est la première fois que j'utilise la cabine téléphonique du Shinkansen. Pourtant, je n'ai pas vu de fil. Comment est-ce possible, à ton avis? Qui sait? C'est peut-être parce que la voie est électrifiée. Nous devrions vraiment nous procurer des portables. Ça rendrait les choses tellement plus faciles. Estimons-nous heureux que celui de Yuichi reçoive les appels de la cabine téléphonique de bord. J'ai entendu dire que ça ne marchait pas avec tous les opérateurs. C'est vrai d'après vous? Demande la femme à Nanao.
Qu'est-ce que j'en sais, moi? Excusez-moi, grand-père, mais est-ce que vous... Particulièrement nerveux, le collégien ne termine pas sa phrase. Si le couple est âgé, il ne paraît pas diminué par la vieillesse, en tout cas pas au point de se voir appeler grand-père et grand-mère. Tu sais exactement ce que tu fais, n'est-ce pas? Intervient le vieux. Quoi? Demande le gamin apeuré. Tu nous traites intentionnellement de vieux schnock? Je me trompe? Grand-père et grand-mère. Non mais... Allons chérie, n'effraie pas ce garçon, intervient la femme sur un ton badin. Encore un mot fucké. Je vous dis, il y a un mot fucké par vidéo. C'est badin. Un ton badin. Après, tu viendras te plaindre que les gens n'aient aucun égard envers les personnes âgées. Ce n'est pas un petit garçon sympathique. Il choisit ses mots avec le plus grand soin. Et il pue. Je pue? Répète le gamin avec une moue boudeuse. Ce n'est pas très gentil, ça. Surtout pour une première rencontre. Je ne pensais pas à mal en vous appelant grand-père. C'est peut-être notre première rencontre, mais je ne te suis pas inconnu. Je suis Kimura. Tu m'as téléphoné il y a peu. L'homme sourit, sa voix est douce, mais ses yeux sont perçants. Ce que tu m'as dit au téléphone m'a beaucoup inquiété. Alors nous avons sauté dans le Shinkansen à Mizusawa Hisashi. Le gamin ouvre la bouche comme s'il reconstituait les pièces d'un puzzle. Du puzzle. Vous devez être les parents de M. Kimura. On est peut-être un peu trop protecteur envers notre fils pour se précipiter comme ça à la main des gratignures. Mais où est Yuichi au fait? Nanao vient de faire le rapprochement. Yuichi Kimura est l'homme qui accompagnait le gamin, celui qui gît dans les toilettes en compagnie des deux affreux. Mais pourquoi le gars serait-il téléphoné au père de la victime? Tu m'as dit toi-même au téléphone que Yuichi avait des problèmes et que mon petit-fils Wataru était lui aussi en danger. Oh, c'était juste. Le gamin se tait, les lèvres tremblantes. Tu m'as dit mot pour mot, allez regarder la télé avec votre femme. Je n'aurais pas dû vous rappeler. Tu te souviens? C'était seulement, poursuit le prince, les yeux baissés. Ils m'ont forcé à dire ça. Monsieur Kimura m'a menacé avec un autre homme. Quel autre homme? Se demande Nanao en observant le profil du garçon. Un visage bien proportionné, un nez parfaitement dessiné, une tête magnifiquement ronde. On dirait une élégante œuvre en céramique. Ce gosse lui rappelle son camarade de classe aisé, celui qui lui conseillait de devenir footballeur ou criminel pour échapper à la pauvreté. Même apparence impeccable. Les gars chanceux sont beaux gosses par-dessus le marché. C'est juste un collégien lambda qui s'est retrouvé dans une situation dangereuse. Inutile de vous montrer si sévère à son égard, intervient Nanao. Juste un collégien lambda, hein? L'homme observe Nanao, si son visage est ridé et sec, il est aussi empreint d'une indéniable dignité. Un grand arbre résistant aux éléments malgré une écorce qui part en lambeaux. Un tronc épais et solide, n'écraignant pas les vents violents. Je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'un collégien lambda, réplique le vieux en plongeant la main dans sa veste. Nanao réagit au corps de tour, un geste automatique. Il sort le pistolet de sa ceinture au moment même où l'homme pointe son arme sur le gamin. Ils sont tous assis si près l'un des autres que les pistolets sont tous à quelques centimètres du visage du gosse et du vieil homme. La scène paraît surréaliste à Nanao. Ça fait surtout penser à Reservoir Dogs, si vous avez la ref. D'habitude, quand on s'assit face à face dans le Shinkansen, c'est plutôt pour discuter ou jouer aux cartes. Si tu nous dis la vérité, lance le vieux, les revolvers sous le nez du collégien, tu peux encore t'en sortir vivant, mon jeune ami. Chérie, si tu n'éloignes pas ce pistolet de son visage, même s'il en a envie, il ne pourra rien te dire, intervient la vieille sur un ton apaisant, parfaitement détendu. Non mais c'est de la folie! Lance Nanao qui n'apprécie guère cette vertigineuse dégénérescence de la situation. Si vous ne rangez pas votre arme immédiatement, je tire. L'homme regarde celle de Nanao comme s'il venait de le remarquer. Fous-moi la paix, ce truc n'est même pas chargé. Ça lui cloue le bec. C'est vrai, le chargeur est dans la poubelle. Mais comment le vieux l'a-t-il deviné? Ce n'est pas le genre de chose qui se voit au premier coup d'œil. Qu'est-ce que vous racontez? Bien sûr qu'il est chargé. Ok, comme tu veux. Moi aussi, je peux tirer. Il est assez embarrassant pour Nanao de se faire traiter comme un amateur, mais le moment est malvenu pour s'inquiéter de son ego.
Il replace lentement l'arme vide dans sa ceinture sans quitter l'homme des yeux. Avez-vous au moins pris des billets? Lance le prince sur un ton posé. Le Shinkansen fonctionne sur réservation uniquement. Vous le savez? Arrête tes conneries, de toute façon, il n'y avait plus de place. Le train serait complet? Et s'étonne Nanao en balayant du regard la voiture presque vide. Mais il n'y a pratiquement personne. Je sais, c'est très étrange. Une excursion de groupe annulée à la dernière minute, sans doute. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas comme si le contrôleur allait nous mettre dehors. Alors, où est Yuichi? Que lui est-il arrivé? Et que se passe-t-il avec Wataru? Je l'ignore, répond le gamin. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que si je ne descendais pas à Morioka, quelque chose de grave arriverait à Wataru à l'hôpital. Nano observe à nouveau le profil de l'enfant. Le petit garçon que le collégien dit être en danger est donc le petit-fils du couple. Le lien entre le couple et le collégien demeure toutefois obscur. Mais une chose l'intrigue encore plus. Qui peuvent bien être ces deux vieux? Et regardez de plus près, il est persuadé que la femme porte elle aussi une arme sous sa veste. Une mamie avec un flingue. Les deux sexagénaires semblent tellement maîtres d'eux-mêmes qu'on imagine difficilement qu'il puisse s'agir de citoyens ordinaires. Non, ce sont des professionnels. Bizarre. Dans le milieu, je n'ai jamais entendu parler de spécialistes de leur âge. Nanao ignore dans quoi il est tombé, mais il est clair que l'homme considère le gamin comme son ennemi. Un couple de retraités armés qui fait passer un interrogatoire à un collégien. Ça n'a aucun sens. Mais depuis le début de ce voyage, rien n'est cohérent. Un téléphone vibre avec un bourdonnement joyeux, crevant le silence comme s'il se moquait des 4 personnes qui retiennent leur souffle sur les sièges. Nanao cherche son téléphone dans la poche de son pantalon, mais ce n'est pas le sien. « Oh !» dit le gamin en posant son sac à dos sur ses genoux, en ouvrant la fermeture éclair. « C'est le mien. »« Pas un geste !» l'ordonne Kimura Senior en le frappant de la bouche de son arme. « Mais mon téléphone !»« Reste tranquille et laisse tomber, je te dis. » Le bourdonnement se poursuit. 3, 4 sonneries. « Vous savez, je devrais vraiment décrocher. » Qu'est-ce qu'il y a de mal à laisser répondre au téléphone? À le laisser répondre au téléphone, intervient Nanao sans raison. On dirait un parent soucieux de couvrir son enfant qui aurait enfreint une règle à l'école. Pas question, rétorque l'homme, inflexible. Je n'aime pas du tout ça. On croit qu'il va se contenter de répondre au téléphone, mais je suis certain qu'il mijote quelque chose. Allons, chérie, qu'est-ce qu'il pourrait manigancer? Demande la femme, plus enjouée que jamais. Je ne sais pas exactement, mais il est certain qu'un gars intelligent, il ne faut jamais lui permettre de faire ce qu'il veut. Même si ça semble être une petite chose bénigne, il prépare forcément un coup de derrière les fagots dont tu n'as pas idée. Une fois, face à un gars qui tenait un magasin de ramen, j'avais l'arme pointée sur son front, et pas parce que les ramen n'étaient pas bons. J'attendais qu'il me remette quelque chose, un paquet important, j'ai oublié ce que c'était. Soudain, le téléphone du magasin a sonné. Le gars m'a dit que s'il ne décocherait pas, on pourrait penser que quelque chose clochait. J'ai pensé qu'il n'avait pas tort, alors j'ai été sympa et je lui ai laissé répondre après lui avoir ordonné de rien tenter. Il décroche et commence à prendre des commandes. Ramène miso, ramène chachou, comme si on appelait pour une livraison. Or, j'ignorais qu'il s'agissait d'un code. 5 minutes plus tard, les renforts arrivent, une bande de mauvais bougres, et s'ensuit une fusillade dans ce petit magasin. Bien sûr, j'ai survécu, mais ça a été une sacrée galère. Et puis, il y a eu cette autre fois où j'étais dans un bureau quelque part derrière le patron. Le téléphone a sonné, j'ai été assez gentil pour lui laisser répondre. À la seconde où il l'a fait, bang! Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'il y a 30 ans, nous n'avions pas de portable, répond la femme sur un ton narquois. Elle doit avoir entendu ces histoires un nombre incalculable de fois. Non. Ça nous montre que dans les situations comme celle-ci, prendre un appel ne joue jamais en notre faveur. Du moins, c'était le cas il y a 30 ans, glousse la vieille. Ça se vérifie toujours de nos jours. Nano regarde le collégien. Le sac à dos est ouvert entre eux sur le siège. Concentré, le gamin semble réfléchir sur le doute. Sans réfléchir et le doute s'insinue dans l'esprit de Nanao. La peur juvénile qui émanait de lui lorsqu'il implorait son aide s'est brusquement évaporée.
Et cette sérénité qu'il affiche désormais, malgré l'arme qui le vise, paraît étrange. Si Nanao avait mis son attitude sur le compte du choc, le gars semble parfaitement remis à présent. Dans le sac à dos ouvert, un détail attire son attention. Nanao croit voir une crosse de pistolet. C'est bien ça? Pourquoi un collégien se baladerait avec un flingue? Aucune réponse satisfaisante ne lui vient à l'esprit, mais le gamin a une arme dans son sac à dos. C'est incontestable. D'ailleurs, je pourrais m'en servir, pense Nanao en essayant de garder l'air naturel. La sienne n'est pas chargée, et Kimura Senior l'a deviné. Il ne s'attend certainement pas à ce qu'il sorte une arme du sac à dos. Toutefois, le couple et l'enfant étant dangereux, tout peut arriver. Si Nano ne se montre pas prudent, il pourrait se faire blesser ou pire. Mais si je récupère ce flingue, je peux prendre le contrôle de la situation. Il se concentre, guettant sa chance. À la moindre erreur, il sera abattu. La sonnerie du téléphone s'arrête. « Oh, celui qui m'appelait à abandonner, » dit le collégien en baissant la tête. « Si c'est important, il rappellera, » grogne Kimura Senior. Nanao entend comme une petite pulsation d'air, une expiration staccato par le nez. Il jette un coup d'œil au gamin, il regarde à deux fois. Tête baissée, le prince se mord les lèvres, incapable de contenir son rire. Même dans les pires situations, ce satané prince est toujours là pour foutre la merde. Et il est toujours là pour rester tout à fait impassible dans des situations de fou furieux à la réservoir Dog. Ouais, décidément. Bien, voyons de son bord. Le prince neuf. Son corps tout entier tremble du rire qu'il tente de réprimer. Une hilarité venue du plus profond de lui et qu'il ne parvient pas à dissimuler tout à fait. Ce vieil homme est comme tous les autres. Il joue les durs, se vante d'être beaucoup plus expérimenté que moi, comme si c'était la chose la plus facile du monde. Mais au final, il n'est qu'une victime de plus de son excès de confiance. Trop aveugle pour reconnaître le piège même après y être tombé. L'appel manqué venait certainement de l'homme posté à l'hôpital de Tokyo. Il devait avoir une question, ou alors il était impatient d'accomplir sa mission, las d'attendre. 10 sonneries dans le vide et l'homme devait agir. C'est précisément ce qui vient de se passer. Le prince ignore si l'homme aura le courage d'aller jusqu'au bout, mais en juger par la chance qu'il a eue jusqu'à présent, le type doit être en route pour la chambre de Wataru Kimura, porté par des intentions meurtrières. Après tout, le prince a l'habitude qu'aux hommes et animaux se comportent exactement selon son bon vouloir. Comme il aimerait révéler cette nouvelle au vieil homme, c'est entièrement de votre faute. Vous pensez prendre l'avantage en menaçant avec une arme, mais résultat, il en a coûté la vie à votre précieux petit-fils. Il se sent si désolé pour lui qu'il aurait presque envie de le consoler. Cela dit, il envisage déjà de quelle manière utiliser ce revirement de situation. S'il s'y prend bien, il pourra même contrôler ce vieux couple. Il lui annoncera d'abord la tragédie, puis se délectera de voir l'homme aveuglé par la douleur et la femme abasourdie par le choc. Ensuite, il jouera sur leur culpabilité, leur ôtera tout pouvoir de décision, leur mettra le cœur dans des chaînes. Bien, je me contenterai de faire comme d'habitude. Mais un peu de patience. Il est facile d'imaginer ce qui se passera s'il leur révèle que leur petit-fils court un grand danger. L'homme deviendra fou et agitera son arme en tous sens. Il appellera l'hôpital et suppliera qu'on sauve le garçon. Cette précieuse information doit donc rester confidentielle un moment encore. « Hey !» l'interpelle Kimura Senior. « Parle ou je t'abats avant qu'on arrive à Morioka. »« Mais pourquoi êtes-vous à ce point déterminé à le tuer ?» demande Nanao. « Vraiment, je vous jure que je ne sais pas ce qui se passe. » Gémit le prince, toujours prompt à profiter de la situation pour redevenir un collégien terrorisé. « Tu penses sincèrement que cet enfant ment, mon cher? Il ne m'en donne pourtant pas l'impression, » renchérit la vieille femme qui se rappelle un instant au prince, sa grand-mère décédée. Le garçon ressent un pincement de nostalgie, mais aucune affection. Plus que tout, il se rassure à l'idée que Madame Kimura paraisse plus facile à manipuler. Les personnes âgées ne peuvent s'empêcher de sourire aux enfants et de les traiter avec indulgence. Ce n'est pas une question de morale humaine ni de devoir,
C'est un pur instinct animal. Les créatures d'une même espèce n'ont pas le choix. Elles doivent protéger les plus jeunes. Mais où est Yuichi? Il est descendu à Sendai? Pour quelle raison ne peut-il pas répondre au téléphone? Je te le répète, ce gamin pue, dit le vieux en s'adossant à son siège, le menton pointé vers le prince. Pourtant, il range son arme dans son gilet, sous sa veste. Il n'a pas baissé la garde, mais son humeur belliqueuse s'est un peu radoucie. Dans tous les cas, il est temps d'aller voir comment se porte Wataru. Shigeru doit s'occuper de lui, mais tout s'est passé tellement vite que je ne suis pas certain qu'il maîtrise la situation. Et puis Shigeru a une petite tendance à la négligence, ajoute la femme en riant. Dois-je l'appeler depuis la cabine téléphonique? Ils ont envoyé quelqu'un à l'hôpital. Ça tourne mal. Il faut absolument gagner du temps. Votre petite fille est malade? Demande alors Nanao sous les yeux du prince reconnaissant. Voilà, ils vont perdre du temps à discuter. Je suis tellement chanceux. Il est tombé du toit d'un grand magasin. Et depuis, il est à l'hôpital dans le coma, répond Kimura d'un ton brusque. Peut-être pour contenir son émotion. Oh non, vraiment? S'exclame le prince en portant le bout de ses doigts à sa bouche pour singer la stupéfaction, comme si c'était la première fois qu'il en entendait parler. D'un toit, il a dû avoir tellement peur, mais intérieurement, il sourit jusqu'aux oreilles au souvenir de la terreur mêlée d'incompréhension qu'il a lu sur le visage du petit garçon lorsqu'il l'a poussé dans le vide. Wataru dans le coma. C'est comme si Amaterasu cachait la lumière dans sa grotte, poursuit l'homme enroué. Votre infâme Amaterasu, c'est une des déesses qui a, selon le folklore nippon, créé le Japon. Ou je pense que c'est un yokai, c'est un des deux. Je pense que c'est un yokai loup, hein. Mais bon, peu importe. Le monde entier devient sombre. Nous avons donc besoin que tous les autres dieux dansent, rient et rappellent Wataru. Sans quoi cette terrible obscurité ne cessera jamais. Le prince s'efforce de contenir son rire. Ah voilà, mythologie. Voilà que le vieux se lance sur le thème de la mythologie et nous sert le dieu des tempêtes qui, pour sa mauvaise conduite, doit cacher sa sœur dans une grotte privant la terre de lumière. J'ai la ref, j'ai entendu parler de ça. Mais il est peu probable que les dieux organisent une fête pour sortir de là. Vous êtes les seuls à être dans le noir, messieurs, dames. Le reste du monde va très bien, et peu importe que votre petit-fils vive ou meure. Que disent les médecins? Demande Nanao. Ils tentent tout ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Selon eux, il pourrait se réveiller à tout moment, ou jamais. Vous devez être tellement inquiet, s'exclame Nanao avec un sourire chaleureux. Alors vous, jeune homme, vous ne sentez rien du tout. Je suis presque choqué. Je ne ressens aucune mauvaise intention de votre part. Toutefois, vu la dextérité qui vous a fait sortir de cette arme, je devine que vous faites le même métier que nous, et pas depuis la veille. Alors quel est le fin mot de l'histoire? Effectivement, je fais ce boulot depuis un petit moment, répond Nanao. En fait, j'ai tellement peu de chance dans la vie qu'il m'est facile d'imaginer ce que ressentent les personnes confrontées à de tels drames. Je me pose une question depuis un moment, intervient le prince, espérant les encourager à poursuivre leur conversation au lieu de passer un coup de fil à Shigeru. Laquelle? Demande le vieil homme, en lui lançant un regard à la fois dubitatif et irrité. Mais saurons-nous seulement répondre à sa question? Murmure la vieille femme. Pourquoi est-ce mal de tuer des gens? Pensez pas à la question la plus posée dans ce putain de livre. Hein? La même que d'habitude, celle qui choque invariablement les adultes, qu'ils tentent de balayer avec des platitudes, mais à laquelle ils ne parviennent jamais à répondre. Oh! S'exclame soudain Nanao. Le prince se tourne vers lui, pensant qu'il va peut-être lui donner une réponse, mais l'homme regarde vers l'avant du train. Voici M. Suzuki qui revient. Le professeur de classe préparatoire se dirige en effet vers eux dans le couloir. Qui sait? Demande Kimura en dégainant à nouveau son arme et en la pointant sur Nanao. Seulement quelqu'un que j'ai rencontré à bord. Nous ne sommes pas amis, nous avons juste échangé quelques phrases. C'est un civil, un professeur de classe préparatoire, et il ignore que j'ai une arme. Il était inquiet pour le gamin et s'est assis avec nous. C'est pour cette raison qu'il vient vers nous, explique rapidement Nanao. Je ne lui fais pas confiance. Vous êtes sûr que c'est pas un professionnel? Demande Kimura Senior en serrant la crosse de son pistolet. Si vous pensez que tel est le cas, abattez-le, mais vous regretterez. M. Suzuki est un homme bon et honnête. La femme se penche dans l'allée et pose la main sur l'accoudoir pour se retourner et jette un coup d'œil.
À ce que j'en vois, il s'agit d'un individu ordinaire. Il n'a pas l'air de préparer quoi que ce soit et il n'est évidemment pas armé. La seule bêtise qu'il ait pu faire, c'est d'être allé voir quel effet ça fait de s'asseoir dans la voiture verte. Et le voilà de retour. Tu crois? Vous avez tout à fait raison, madame, dit Nanao en hochant la tête avec sérieux. Kimura Senior range sa main dans la poche de sa veste, le pistolet pointé sur Nanao à travers l'étoffe. Si quelque chose ne va pas, je tire. Eh bien, c'est devenu très animé par ici, lance Suzuki en s'approchant d'eux. Et qui sont ces braves gens? Les yeux de la femme se plissent en un sourire, et elle lui raconte sa petite histoire impassible. Nous sommes montés à la dernière station, et nous nous sentons tellement seuls, deux petits vieux dans un train vide, que ces deux jeunes hommes ont été assez gentils pour nous permettre de nous asseoir avec eux. Ah, je vois, acquiesce Suzuki. Comme c'est charmant. Ce jeune homme nous a dit que vous étiez professeur, s'enquiert Kimura d'une voix basse, le regard vif et sans un clignement de cils. Des classes préparatoires, on peut donc dire que je suis professeur. Eh bien, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Prenez un siège à côté de grand-mère. Ce gamin vient de poser une question difficile, poursuit Kimura Senior. Il semble déjà avoir lavé Suzuki de tout soupçon, quoiqu'il puisse aussi guetter le bon moment pour tirer. Lequel? Je veux savoir pourquoi c'est mal de tuer des gens. Vous êtes professeur, que pourriez-vous dire à ce sujet? Suzuki paraît surpris d'être ainsi mis sur la sellette, puis il regarde le prince. C'est ce que tu veux savoir? Demande-t-il, les sourcils froncés sous le coup de l'inquiétude ou de la tristesse. Le gamin se retient de lever les yeux au ciel. Presque tous ceux qui l'interrogent ont la même expression ou alors ils rougissent d'indignation. Je suis simplement curieux. Suzuki inspire profondément et expire, comme pour se calmer. Il ne semble pas énervé, seulement désespéré. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Pas facile, n'est-ce pas? Non, c'est plutôt que je ne suis pas certain de ce que tu veux vraiment savoir. Le visage de Suzuki évoque de plus en plus celui d'un professeur, ce qui rebute le prince. Donc je vais commencer par te donner mon avis personnel. Parce qu'il existe des avis qui ne soient pas personnels. Si tu avais envie de tuer quelqu'un, je voudrais t'empêcher de le faire. Et dans l'autre sens, si quelqu'un essayait de te tuer, j'essaierais aussi de l'en empêcher. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se fait tuer, ou quand quelqu'un s'attaque à une autre personne, même sans qu'elle perde la vie, c'est une tristesse sans nom, un événement désespérant que je préférais ne jamais voir arriver. Le prince n'a absolument aucune envie d'entendre ce type d'explication. Je comprends ce que vous essayez de dire, et je ressens la même chose, ment-il. Mais ce qui me préoccupe, ce n'est pas l'aspect éthique. Prenons une personne dépourvue de morale. Ne serait-elle pas favorable au meurtre? Nous avons dans notre société la guerre et la peine de mort. Pourtant, les adultes n'y voient aucun mal. C'est vrai, accueille Suzuki, comme s'il s'attendait à cette réponse. Je viens de te faire connaître mon sentiment sur le sujet, et c'est ce qui importe le plus. Je pense qu'on ne devrait jamais tuer d'autres personnes, quelles que soient les circonstances. Mourir est la chose la plus triste qui soit. Mais ce n'est pas le genre de réponse que tu cherches. Pour cette raison, j'aimerais te demander quelque chose. Quoi? Que ferais-tu si je te pissais dessus? Ça sort vraiment de nulle part, hein? Le prince ne s'attendait pas à cette question si puérile. Comment ça? Comment réagirais-tu si je te forçais à retirer tous tes vêtements? C'est le genre de choses qui vous branchent? Pas du tout, mais réfléchis. C'est mal de pisser dans un wagon de train. C'est mal de forcer quelqu'un à se déshabiller. Tu ne devrais pas faire de commérage. Tu ne dois pas fumer. Ne monte pas dans le Shinkansen sans jeter de billets. Tu dois payer ton jus de fruits. Mais de quoi parlez-vous? J'ai envie de te frapper, là, tout de suite. Tu es d'accord? Vous êtes sérieux? Et si c'était le cas, je ne voudrais pas que vous me battiez. Pourquoi? Le prince hésite entre deux réponses. Parce que je ne veux pas, ou sentez-vous libre de le faire? La vie est pleine de règles et d'interdits, poursuit Suzuki en haussant les épaules. Des règles à propos de tout. Si tu étais seul tout le temps, il n'y aurait pas de problème. Mais dès qu'une autre personne entre en jeu, toutes sortes de règles apparaissent. Nous devons respecter à chaque instant une infinité de règles sans fondement apparent. Parfois, nous avons l'impression de ne presque plus avoir le droit de faire quoi que ce soit.
C'est pourquoi je trouve étrange que parmi toutes les règles sur lesquelles tu peux t'interroger, tu t'intéresses surtout à la question de savoir pourquoi il est mal de tuer. J'ai entendu d'autres enfants poser cette question. Tu pourrais demander pourquoi c'est mal de frapper les gens, pourquoi on ne peut pas se pointer chez quelqu'un et dormir chez lui sans y être invité, ou pourquoi on n'a pas le droit de faire un feu de camp dans la cour d'école. Ou bien pourquoi c'est mal d'insulter les gens. Il existe de nombreuses règles qui ont beaucoup moins de sens que l'interdiction de tuer. C'est pourquoi chaque fois que j'entends quelqu'un de ton âge demander pourquoi c'est mal de tuer, j'ai l'impression qu'il s'agit seulement d'une provocation pour mettre les adultes mal à l'aise. Désolé, c'est ce que je crois. Pourtant, je veux vraiment savoir pourquoi. Comme je viens de te le dire, la vie est assortie de règles. La plupart sont telles que, même si on les enfreint, on peut toujours se rattraper. Disons que j'ai volé ton portefeuille, je pourrais te le rendre. Ou bien que j'ai renversé quelque chose sur tes vêtements. Même s'ils sont très abîmés, je pourrais t'en acheter de nouveaux. Notre relation serait peut-être mise à rude épreuve, mais les choses pourraient redevenir plus ou moins comme avant. En revanche, quand quelqu'un meurt, on ne peut plus revenir en arrière. Le prince renocle et s'apprête à demander si c'est parce que la vie humaine est tellement belle, mais Suzuki poursuit avant qu'il n'en ait le temps. Et je ne dis pas cela parce que la vie humaine a quelque chose de particulièrement remarquable. Pense-y de cette façon. Que se passerait-il si tu brûlais le seul exemplaire existant d'un manga? Le manga parti en fumée, tu ne pourrais jamais le récupérer. Non, que les vies humaines et les mangas aient la même valeur, mais à des fins de comparaison objective, on ne peut dire qu'ils sont similaires. Donc quand tu demandes pourquoi c'est mal de tuer des gens, tu pourrais tout aussi bien te demander pourquoi c'est mal de brûler un manga super rare. Voilà un professeur fort bavard, plaisante Kimura Senior. Plus Suzuki parle, plus il devient calme, ce qui donne au prince l'impression qu'il n'est pas dans son état normal. À l'issue de cet exposé, je vais à présent te faire part de mes conclusions. On dirait que Suzuki prévient ses élèves de bien l'écouter, car ce qu'il s'apprête à leur dire va figurer dans le prochain test. Oui, si les gens étaient autorisés à commettre des meurtres, l'État ne pourrait pas fonctionner. L'État? Demande le prince d'un air renfrogné, s'inquiétant que la réponse ne dégénère en abstraction. Si les gens savaient qu'ils pouvaient mourir de la main de n'importe qui, à n'importe quel moment, l'activité économique s'arrêterait. Pour commencer, il n'y a pas d'économie sans droit de propriété stable. Je suis sûr que tu serais d'accord avec ça. S'il n'y avait aucune garantie que la chose que tu achètes t'appartienne, personne n'aurait plus besoin d'argent. La richesse n'aurait donc plus aucun sens. La vie d'une personne est la chose la plus importante qu'elle possède. Si l'on considère les choses sous cet angle, pour que l'activité économique fonctionne correctement, la vie des gens doit être protégée. En tout cas, l'État doit au minimum faire semblant de s'en occuper. C'est pourquoi il met en place des règles et des interdits, dont ceux relevant du meurtre. Ce n'est que l'une des nombreuses règles essentielles. En gardant cela à l'esprit, il est parfaitement logique que les guerres et la peine de mort soient autorisées puisqu'elles servent les intérêts de l'État. Cela n'a rien à voir avec l'éthique. Le Shinkansen s'arrête en gare de Shin-Hanamaki, reste à quai 1 minute comme pour reprendre son souffle, puis redémarre et le paysage recommence à défiler. Ouais, ben je pense que là, le prince il a enfin eu sa réponse définitive à la question. Je pense qu'il ne va plus jamais poser la question. Là, le prof, il vient de lui clouer le bec. Et c'est quand même très intéressant parce que dans le putain de film, il n'y a pas de prof. Fait que tout ce qu'on vient de lire, là, c'est du inédit complet. Mais bon. Lisons les 4 dernières pages du jour. Et c'est l'avant-dernier chapitre de Coccinelle, donc Coccinelle 13. Nanao écoute avec grand intérêt les explications de Suzuki. Il y a quelque chose de réconfortant à entendre le professeur de classe préparatoire s'adresser aux collégiens avec une telle sérénité. Sans compter que certains pays, probablement très éloignés, pourraient considérer que de tuer une autre personne est une chose acceptable. Je ne peux pas l'affirmer, mais il se pourrait que quelque part dans le monde, un pays ou une communauté autorise le meurtre. Puisque l'interdiction du meurtre dépend du discours de l'État. Si tu partais dans un pays comme celui-là, tu serais libre de tuer des gens et les gens seraient libres de te tuer. Ce n'est pas la première fois que Nanao entend ce genre d'argument, mais cette façon méthodique que Suzuki d'exposer ses pensées facilite l'écoute. Nanao a déjà tué, bien plus qu'à son tour, aussi un long discours sur les raisons qui sous-tendent l'interdiction du meurtre n'est-il pas de nature à provoquer chez lui un examen de conscience, ni à le faire changer d'avis.
mais il apprécie la manière dont Suzuki s'exprime, à la fois douce et résolue. Si l'on cherche à l'interdiction du meurtre, des raisons qui ne soient pas de nature éthique, les seules qui apparaissent sont de nature juridique. Chercher une explication en dehors du cadre de la loi est en quelque sorte aussi sournois que demander pourquoi nous devons manger des légumes en dehors du fait qu'ils sont riches en nutriments. Mais j'aimerais répéter ce que j'ai énoncé en premier lieu, à savoir que je pense tout simplement qu'il est mal de tuer des gens. Pour moi, les lois et la raison d'État n'ont rien à voir avec ça. Lorsque quelqu'un disparaît de ce monde, lorsqu'il ou elle cesse d'exister, il s'agit d'un événement à la fois terrifiant et tragique. Quand vous dites cela, intervient Kimura Senior, est-ce que par hasard vous avez déjà quelqu'un de particulier à l'esprit? Oui, je posais la même question, dit sa femme. Mon épouse est morte il y a longtemps, répond Suzuki en détournant le regard. C'est sans doute pour cette raison que Nanao n'a vu briller aucun éclat dans ses yeux depuis leur rencontre. En réalité, elle a été assassinée. Oh non! S'exclame Madame Kimura, les yeux écarquillés. Nanao est tout aussi surpris qu'elle. Qu'est-il arrivé à celui qui l'a assassiné? S'enquiert Kimura Senior, manifestement prêt à intervenir pour la venger. Il est mort. Ils sont tous morts. Et il n'y a rien à ajouter. Suzuki paraît toujours aussi calme. Quand je pense à la raison pour laquelle tout cela est arrivé, pourquoi ma femme est partie, je ne comprends pas. J'ai le sentiment que c'est irréel. Comme si le feu ne changeait pas. Et qu'au moment où je commençais à me demander quand il passerait au vert, je me retrouvais au milieu du quai. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande l'homme avec un rire bourru. C'est une sorte d'hallucination? J'ai toujours pensé que la gare de Tokyo était le terminus. Je ne m'attendais pas à ce qu'un train passe sans arrêt. Qu'un train passe sans s'arrêter. La voix de Suzuki se transforme en murmure. Alors qu'il continue à dire des choses vides de sens, son regard paraît soudain désespéré, comme s'il était aspiré par un cauchemar du passé dont il ne parviendrait pas à se relever. Puis d'un seul coup, il secoue la tête et revient à lui. Chaque fois que je pense à ma femme, il me semble tomber dans un trou sombre et exigu. Ou alors je la vois déambuler, perdue dans un désert obscur. Elle est seule, incapable de crier ou d'entendre mes cris, aveugle et effrayée, errant à jamais, et je ne peux rien faire pour la sauver. Je suis incapable de la retrouver. Si je n'y fais pas attention, j'ai parfois l'impression que je pourrais l'oublier, là, solitaire dans le noir, sans rien d'autre qu'une tristesse sans fond. Vous me perdez un peu, dit Kimura Senior, mais je peux affirmer que vous êtes un bon gars. C'est décidé. Wataru viendra étudier avec vous. Il ne plaisante qu'à moitié. Donnez-moi votre carte, insiste-t-il. Suzuki fouille dans la veste de son costume avec obligeance, puis éclate de rire. Ah, j'ai laissé mes affaires à ma place. Tous les bonbons que j'ai achetés. Une fois de plus, il a l'air d'un étudiant insouciant. Je dois aller les récupérer avant que nous arrivions à Morioka, dit-il en se levant. Je rends visite aux parents de ma femme pour la première fois depuis sa mort. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me sentir prêt à les revoir. C'est vrai? Dans ce cas, vous devriez vous préparer, lance Kimura d'une voix rude, mais qu'il semble également heureux à l'idée de ses retrouvailles. Suzuki repart vers l'arrière du train. Eh bien, tu es satisfait? Demande l'homme en regardant le collégien. Sa réponse t'a-t-elle paru valable? Si tu veux mon avis, c'est à chacun de décider s'il faut tuer ou pas. Alors je ne peux pas prétendre d'être entièrement d'accord avec ce que notre ami le professeur disait. Cela dit, il nous a servi quelques bons arguments. Qu'est-ce que t'en penses? Une étincelle s'allume soudain dans les yeux du gamin. Nanao cherche ce que ça pourrait être. Si le gamin est en colère ou impressionné, mais avant qu'il n'arrive à l'épingler, son expression redevient normale et la tension disparaît, comme l'air qui s'échappe d'un ballon. Non, je n'ai pas trouvé cette réponse très utile. J'ai été déçu. Si la tension a baissé, son ton est toujours aussi acerbe. Oh, regarde, il est contrarié. Très bien, je commence à en avoir assez de son attitude morveuse, comme s'il voyait clair en toutes choses, dit le vieux d'une voix haute et forte en restaurant son arme. Hé, collégien, laisse-moi te dire un truc. Quoi? Ta question. Quand j'avais ton
ton âge, je me posais la même. Sa femme rit, entre ses lèvres plissées, un sifflement doux. Tu te crois tellement malin, mais tout le monde se la pose cette question. Surtout quand on est jeune et bête et qu'on veut énerver les adultes. Les enfants demandent « Puisque nous allons tous mourir de toute façon, quel est l'intérêt de vivre? » Et ils se croient tellement philosophes, comme si personne avant eux n'y avait déjà pensé. Comme si tu te vantais devant nous d'avoir attrapé la rougeole. Mais je te rassure, nous aussi on l'a eu, et il y a longtemps. Tout à fait d'accord, dit Madame Kimura. J'ai horreur des enfants qui se vantent de ne pas pleurer au cinéma, parce que les jeunes ne pleurent jamais au cinéma. Les gens commencent à pleurer pour un rien, seulement lorsqu'ils prennent de l'âge. Si quelqu'un veut se vanter de ne pas pleurer, il devrait le faire quand il est vieux. Oh, pardon, je ne voulais pas te sermonner. Elle fait mine de porter ses doigts à ses lèvres, puis de les recoudre avec un sourire. Son geste rappelle à Nanao la fermeture éclair du sac à dos, et ses yeux se baissent pour le trouver encore ouvert. Le pistolet est juste là, à portée de main. Je devrais vraiment le prendre. Attends le bon moment. Il se concentre. Mais à cet instant, le prince baisse la tête et dit d'une voix posée « Grand-père, mes sincères condoléances. » Aïe, aïe, aïe. Sachant que demain est le dernier, on finit sur une note exquise, si je puis me permettre. Donc, merci d'avoir écouté cette 11e vidéo sur Bullet Train. Décidément, on est vraiment à fond. Et rien de plus. J'ai rien de plus à vous dire que à demain pour déjà la fin de la lecture du livre et sa conclusion, incluant ce qui va se passer par la suite sur la chaîne. Donc, je vous dis un bon reste de journée à vous et évidemment à demain pour savoir comment tout ce gros bordel va se conclure.